Bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour Christina. Nous nous rencontrons car tu sors un livre dans cette rentrée littéraire d'hiver très riche. Ton livre m'a beaucoup plu, il m'a bouleversé. Ce qui m'a plu, c'est ta façon de traiter le deuil et de le définir comme différent pour chacun. À un moment donné, tu racontes le deuil familial de ta mère et l'idée qu'après un an, ça devrait aller mieux. Tu sais, moi, pour mes parents, après un an, ça n'allait pas mieux du tout. Donc vraiment, chacun a sa manière de le décrire. Comment tu arrives à traiter un matériau aussi sensible, avec autant de finesse, de douceur, de profondeur, et à faire en sorte que ton livre se lise comme une enquête dans ton passé, mais une enquête sensible qui nous touche toutes et tous et qui devient universelle. À chaque fois, j'essaye d'écrire toujours sur des sujets qui sont sensibles pour moi, mais pour lesquels il s'est passé suffisamment de temps pour que je puisse avoir du recul et pour que je puisse jouer avec ce matériau. C'est comme si le matériau sensible, c'est un matériau qui irradie, qui est radioactif, et Mais totalement. il faut attendre qu'on ait pris un peu de recul pour pouvoir s'amuser à le découper. Donc ça, c'est le premier point. Et j'essaye toujours aussi de laisser ce que j'appelle des blancs dans l'écriture pour que les lectrices, les lecteurs puissent y projeter leur propre histoire. Donc je passe C'est beaucoup, sympa, beaucoup de temps. Mathieu, de répondre à la question suivante. Comment? C'est sympa, Mathieu, de répondre à ma question suivante, qui est que signifient les silences dans ton écriture? Parce qu'il y en a. Ouais. Effectivement, pour moi, les silences ont deux rôles. Le premier rôle, c'est de faire en sorte que euh, le lecteur, la lectrice puisse se projeter dans le livre par rapport à sa propre histoire. Et deuxièmement, les silences ont un rôle musical. C'est-à-dire que je crois beaucoup, en fait, à un moment donné, dans la construction du livre, je pense uniquement à la musicalité. Comment, c'est que des vibrations. À un moment donné, la construction du livre, pour moi, n'est plus intellectuelle. Elle est uniquement musicale et donc les silences ont un rôle. Souvent, je fais plusieurs lectures et plusieurs constructions. J'ai une construction pour essayer de tenir la main du lecteur, pour qu'il ne se perde pas. J'ai une construction qui est musicale. J'ai une construction pour laisser de la place au lecteur. C'est intéressant que tu me Et dises voilà, ça. je suis comme un peintre qui repasse, qui repasse, qui repasse. Mais Et c'est ça prend intéressant que beaucoup tu de me temps. parles de la musique parce que quand je disais que dans ton livre, on suit épisode après épisode, c'est parce qu'il y a effectivement un rythme. Ce rythme nous prend par la main, ce rythme nous guide en quelque sorte, épisode après épisode. Parce que tu alternes les moments du présent, les moments du passé, les enquêtes et les sensations aussi. Tu nous fais vivre tes émotions. Et en tant que lecteur, on les ressent toutes telles que tu les as vécues. Comment tu as fait pour parler de quelque chose de si terrible qu'est la perte de ton mari, de ton conjoint, en lui rendant un si bel hommage? Parce que moi, souvent, je m'interroge, quand on écrit sur un défunt, j'ai peur qu'on trahisse ce défunt. Je me dis, mais lui ou elle n'est pas là pour dire non, mais c'est pas ça. Alors que tu cherches tellement la vérité, tellement à lui donner vie, alors qu'il n'est plus là, que je pense que s'il avait été là, aujourd'hui, il te dirait merci de me faire exister encore. Tu as cette volonté aussi de donner vie aux morts. Effectivement, il y a une ambiguïté dans l'écriture quand on écrit sur un défunt. Oui, C'est qu'à la fois, et ça je le raconte dans mon précédent livre, Benoît, qui ne voulait pas que j'écrive sur lui initialement, avait vu un dessin animé qui s'appelle Coco, qui est inspiré d'une légende mexicaine, qui raconte qu'on ne meurt que quand on ne se souvient plus du tout de nous, quand plus personne ne pense à nous. Donc à ce moment-là, Benoît m'a dit j'aimerais que tu écrives sur moi. Donc quelque part, en écrivant sur Benoît, je remplis la mission que tu évoquais tout à l'heure, faire en sorte qu'on n'oublie pas Benoît et qu'on n'oublie pas nos morts. Mais, et c'est ce que tu disais au début, est-ce qu'on ne les trahit pas? Et je crois que
je ne sais pas ce que dirait aujourd'hui Benoît et j'aime penser que potentiellement il m'engueulerait. J'aime Tu penser, crois j'en qu'il y sais aurait rien. une réaction quand même. J'ai pas du tout envie qu'il m'engueule, mais je trouve ça bien. Justement, pour donner du pouvoir aux morts, il faut accepter qu'on ne sait pas ce que le mort, s'il redevenait vivant, nous dirait. Je ne veux pas jouer celui qui Oui. fait comme un parent par rapport à des enfants et qui Oui. saurait et qui dirait « je sais que les enfants sont contents ou pas contents ». J'essaye de faire le mieux pour Benoît, comme des parents essayent de faire le mieux pour leurs enfants, mais je ne sais pas au final si je le blesse ou pas, si je le trahis ou pas. Et l'histoire de la trahison, c'est pas uniquement vis-à-vis de Benoît, c'est aussi vis-à-vis des gens qui l'ont aimé. Oui. Peut-être que le portrait que je donne de Benoît ne correspond pas au portrait que ses amis proches, ses parents, ses frères auraient aimé avoir de Benoît. On n'en sait rien. Après, je pense que j'ai été délicat, j'ai essayé d'être délicat, j'ai essayé... C'est sensible, c'est très j'ai délicat et essayé, très sensible. Et puis, j'ai beaucoup d'amour pour Benoît, donc je pense que ce livre, il est traversé par la sensibilité, par de la douceur et par de l'amour. Mais ça ne suffit pas. Avoir des bonnes intentions, ça ne suffit pas. Oui. Et potentiellement, on peut trahir. Et donc, c'est une question, la question de la peur de trahir. Je ne voulais pas que cette peur de trahir m'empêche d'écrire, mais je ne voulais pas mettre de côté ce sentiment de trahison qui existe. J'ai voulu évoquer ça parce que c'est quelque chose que moi aurait pu m'empêcher de lire le livre, en me disant mais de quel droit on parle de ça? Et en te lisant, toute cette appréhension potentielle disparaît, s'en va. Est-ce que c'est l'enquête qui t'a fait écrire le livre ou le livre qui t'a fait mener cette enquête? C'est une bonne question. Je pense que d'abord il y avait le livre. C'est-à-dire, d'abord je voulais écrire sur Benoît et j'aurais pu écrire un livre sur Benoît sans l'enquête. Évidemment. Donc l'ADN, le cœur, j'avais besoin d'écrire sur Benoît, c'était une nécessité. Je ne savais pas si je publierais ce livre parce que j'ai beaucoup de manuscrits que je ne mène pas jusqu'au bout. Moi, je crois beaucoup. J'écris d'abord parce que l'écriture est essentielle pour moi. Le fait d'écrire un livre, c'est un élément important, mais ce n'est pas l'élément le plus important. Donc, de toute façon, j'avais besoin d'écrire sur Benoît. Après, mener cette enquête, ça a été pour moi une manière de traverser le deuil, ou en tout cas d'être accompagné dans le deuil. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un peu passif, au lieu de subir le deuil, tout d'un coup, le deuil devenait un jeu, devenait une enquête, devenait excitant. J'avais envie d'avoir la suite. Et en fait, ça m'a mis en mouvement l'enquête. Ça m'a mis en joie. Et je voulais trouver... Je savais que dans le deuil, il y avait des parts sombres, des parts douloureuses, et bien sûr que j'ai connu les parts sombres et les parts douloureuses, mais je voulais connaître aussi la couleur, je voulais connaître la joie, je voulais connaître la vitesse dans le deuil, et c'est par l'enquête que j'ai trouvé ça. Et mon enjeu, c'est de dire à tous les endeuillés, tout le monde peut faire la même chose avec ses endeuillés. Ton livre est absolument lumineux. Qu'on ne s'entende pas à de la tristesse, parce que ce n'est pas le sentiment principal qui traverse ce livre. Le sentiment principal qui traverse ce livre, c'est l'amour, à mon avis. Tu me corriges? Non, c'est mon mais avis de lectrice. Si on doit lui trouver un sentiment, pour le définir, c'est l'amour qui traverse chaque parcelle de cette enquête, chaque souvenir, chaque moment drôle, chaque moment difficile. Sans divulgacher, on parlera que des premières pages. On comprend que le moment du décès, même si la maladie pour ton conjoint a été longue, c'est une coupure tellement dure qu'y faire face. J'ai adoré le moment où tu dis que tu ne sais pas exactement qui tu as rencontré. Parce que j'ai vécu la même chose. Les personnes qui sont venues vers moi me consoler, je sais qu'ils m'ont consolé, je sais que c'est peut-être l'un ou peut-être l'autre. Et c'est exactement ce que toi tu décris. Et après, petit à petit, c'est le souvenir qui remonte, les envies, l'envie aussi d'être fidèle à ses volontés. Et à cet épisode au Père-Lachaise qui aurait pu être celui de ma vie. J'en ai vécu un exactement similaire. Est-ce que tu crois, il y a une poésie, un poème d'un écrivain italien qui s'appelle Ugo Foscolo, qui s'appelle Sépulcre, et qui dit à quel point le lieu où on est enterré, où nos cendres sont conservées, est important pour les vivants.
Pas tant pour le mort, ça, pas trop. Mais à quel point pour nous les vivants, c'est important d'avoir un lieu où se souvenir de notre défunt, quel qu'il soit le lien qu'on avait avec lui. Est-ce que ce livre, ce n'est pas ce lieu pour toi? C'est c'est une bonne question à laquelle je n'avais pas pensé, mais pour moi, j'aurais tendance à dire que le lieu où sont les cendres de Benoît, Oui, c'est un lieu pour moi très important qui est réconfortant. Et, et, et je c'est me la sou- théorie du Hugo Foscolo. Hein. Comment? C'est la théorie du Hugo Foscolo. Hein. Ouais, moi, j'ai vraiment. Lui, il dit qu'il a besoin d'un lieu. Ouais. J'ai besoin d'un lieu et après, donc je pense, en tout cas, ce lieu. Je me souviens d'ailleurs qu'à un moment donné, j'avais envie d'encercler la petite chapelle de Benoît, comme si Benoît D'accord. était devenu cette chapelle. Il y avait un truc très charnel et il y avait quelque chose de très consolateur pour moi d'aller dans ce lieu. C'est comme si en allant dans ce lieu, je me rapprochais d'un soleil qui me consolait et qui m'apportait de la douceur. Et en plus, comme il est au Père-Lachaise, c'est un lieu très très beau. Après, il y a la question d'être capable aussi de se détacher de ce lieu. Je me rends bien compte qu'au fur et à mesure, Benoît est mort il y a 6 ans, j'y vais de moins en moins souvent au Père-Lachaise. Et il peut y avoir au début une culpabilité quand on se rend Tout à compte fait. qu'on y va moins. Tout à Et fait. il faut lutter contre la culpabilité, sachant que quand je retourne au Père-Lachaise, de manière moins fréquente, je retrouve le même bonheur, la même douceur. Et après, est-ce que le livre joue le même statut? Je crois C'est pas. ma propre interrogation. Hein. Ouais, je crois que le lieu où Benoît est, c'est la réalité et le roman, c'est la fiction. Mais finalement, ce sont les deux faces d'une même pièce. Les deux sont. Je crois que la petite chapelle de Benoît et le livre sont complémentaires et sont essentiels peut-être dans mon histoire de deuil, qui est une histoire singulière, comme toutes les histoires de deuil. Tu m'as fait venir à l'envie de proposer à quelqu'un qui m'est très proche et qui vient de vivre un deuil similaire au tien. Je lui ai dit d'écrire sur cette personne. Ce n'est pas quelqu'un qui publiera un livre, ce n'est pas quelqu'un qui sait écrire comme toi tu sais le faire. Mais je pense que pour lui, avoir cet autre lieu de souvenir de cette personne pourra l'aider. Et c'est ton livre qui m'a poussé à donner ce conseil, d'avoir cet autre lieu Ouais. où il y a un peu de lui qui reste. Comment tu réussis à trouver le ton qu'on trouve dans ton livre, qui oscille entre gravité et humour? Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ton livre. Bah, ce que je trouvais important, c'était effectivement de faire attention à l'écueil. Pour moi, il y avait 2 écueils possibles dans ce livre. 2 écueils donc, contre lesquels il fallait que je me batte. C'était soit expliquer que Benoît était merveilleux, parce que j'avais l'impression que raconter que Benoît est merveilleux, c'est comme dire il fait beau. C'était une C'est ça. banalité, j'avais pas envie de tomber dans cette banalité. C'est ça. Et bien sûr, comme un parent qui trouve que ses enfants sont merveilleux, moi je trouve que Benoît est merveilleux, était merveilleux et sera merveilleux. Mais je savais bien que c'était pas une réalité littéraire qui m'intéressait. Donc je voulais être je voulais être non complaisant vis-à-vis de Benoît et vis-à-vis de Mais notre c'est couple ça et qui vis-à-vis rend de moi. intéressant ton livre. Voilà, je voulais vraiment. Et le deuxième écueil, c'est que je ne voulais pas que le livre. Bien sûr qu'un livre de deuil, on se dit ça va être dur, ça va être triste, ça va être. Je voulais pas que ce soit justement trop triste, et c'est pour ça que je voulais mettre de l'humour. En fait, pour me battre contre ces 2 écueils, je me suis dit, en simplifiant, je vais montrer les parts d'ombre de mon couple avec Benoît, Oui, bien et je sûr. vais montrer que le deuil est drôle. Parce que je savais qu'en montrant les parts d'ombre de Benoît et en essayant d'être drôle, j'allais nécessairement laisser la part de merveilleux et la part de tristesse du deuil qui de toute façon j'avais rien à faire pour mais montrer bien que sûr. Benoît, que je l'aime et que c'est dur. Et donc j'ai tiré vers vers ces enfin voilà Ces deux bouts de- ces 2 autres pôles. 2 autres pôles. Voilà, ces 2 autres pôles pour trouver cet équilibre. Et après, j'ai raboté, travaillé énormément, un peu comme un gâteau, pour que c'est une histoire d'équilibre. Chaque ingrédient, et de temps en temps, il suffit d'enlever un bout de phrase pour que ça marche, pour que l'humour soit pas. De temps en temps, si on met un peu trop d'humour, ça devient graveleux, ça manque de respect. Si on met C'était une larme en toutes trop, mes- ça devient larmoyant. Toutes mes craintes par Voilà. rapport à ce type de livre. Mm. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que
si on dit tout va bien, c'est faux. Mm, Si on dit c'est une horrible personne, c'est aussi faux. mm. Donc comment on trouve le juste ton pour dire la vérité, sans blesser d'ailleurs la famille et les autres, et en rendant cette histoire réelle. Parce qu'on s'y croit avec toi. Hein. Ouais. On se prend en jeu de suivre ton chemin à la recherche des 1000 Benoît. On a presque l'impression de voir les facettes que tu arrives à reconstruire. C'est pour ça que c'était important pour moi aussi de mener plusieurs enquêtes, comme une Parallèle, enquête sur un son dossier peu, oui. médical ou sur ou une enquête sur les personnes que je rencontre au Père Lachaise, etc. Parce que c'est comme si ça faisait des déviations C'est ça. et j'avais besoin de ces déviations pour trouver un équilibre. Et, et je voulais que toutes ces histoires qui s'enchevêtrent, qu'elles aient un peu comme dans un dîner où on donnerait la parole à tout le monde, ça me garantissait pour qu'il n'y ait pas un focus trop fort sur Benoît était merveilleux ou que je souffre. Je voulais faire attention à ces écueils en racontant d'autres histoires qui devaient être aussi importantes et Oui. qui permettaient, j'essayais de trouver un équilibre entre tout cela. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est plus très intellectuel, c'est-à-dire que la plus grosse partie du travail de ce livre, ça a été de faire ce montage. Ce ne sont pas les premiers jets, c'est le montage, c'est d'enlever un mot, d'enlever une phrase, d'enlever un paragraphe, de couper. Tu as pris combien de temps pour l'écriture? 5 ans, dont 2 ans vraiment intensifs. C'est ça. Ouais. La période vraiment où... Ouais, j'ai eu 2 ans pendant lesquels j'étais coaché, accompagné par une agente littéraire qui avait bien compris mon écriture et et ça m'a été très, j'ai vraiment eu l'impression comme un sportif d'être coaché par Oui, cette ok. femme, Catherine Nabokov, qui n'a rien dénaturé de ce que je voulais écrire parce qu'elle comprenait mon écriture, mais qui en même temps, comme un coach sportif, m'a encouragé à faire mes longueurs, à couper, qui a eu un regard intransigeant et toujours juste. Et je lui dois beaucoup pour l'écriture de ce livre. Personnellement, pour la lectrice que je suis, la mission est accomplie. Parce que tu as balayé toutes mes craintes et tu m'as vraiment prise par la main. Dans cette enquête sur Benoît, que maintenant je connais un tout petit peu moi aussi. Qu'est-ce que ce livre t'a appris sur toi? Bonne question, et question complexe. Ça m'a appris que... Ça m'a appris... Ah écoute, je pense que d'habitude, dans tous mes autres livres, je travaillais surtout sur la question de l'intimité, enfin, de la question de la pudeur. J'essayais toujours de partir d'un matériau impudique en étant pudique. J'étais Je toujours sur comprends. cette ligne de crête entre pudeur et impudeur. Et dans ce livre, ce que ça m'a appris, c'est que j'ai eu l'impression d'aller plus loin sur cette ligne de crête. J'ai eu l'impression de déraper sur cette ligne de crête. Et j'ai eu l'impression que j'allais me casser la gueule. Et que ça allait me poser un problème dans ma vie privée. J'avais l'impression que ce livre, c'est comme si j'étais dans une forme de sacrifice et que j'allais un peu trop loin. Et ce que ça m'a appris, et ce que j'apprends maintenant avec la sortie du livre, avec le fait que des proches de Benoît lisent le livre, eh ben que je ne suis pas allé trop loin. En fait, ça m'a appris qu'on peut aller plus loin sur cette ligne de crête entre pudeur et impudeur. Mais je pense que sur ce livre, je maîtrisais moins les choses que sur d'autres. C'est évident. Voilà, je me suis plus mis en danger C'est évident. dans ce livre. C'est une mise en danger ce livre. Pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Ouais. Parce que c'est périlleux. Il suffit de peu Ouais, pour que tout dérape. pour sortir exactement. Et pour que le livre ne devienne plus un livre, une polémique. Et tu avais tout sauf besoin de ça. Juste ce avant la livre. sortie du livre, je me disais, ça se trouve que ce livre, D'accord? parce que je ne l'ai jamais lu ce livre, paradoxalement, parce qu'en fait, ce livre, je l'ai écrit, j'ai eu 1000 versions, et quand on arrive à la dernière version et D'accord. que ça part à l'impression, D'accord. et ben là, je ne le relis pas. Tu Or, n'as je pas sais- voulu le relire. Non, et aucun de mes livres, je les relis, donc je sais bien que la version Ah, finale... tu sais, je n'écris pas, mais je ne pense pas que je serais capable d'accepter ça. Je suis trop perfectionniste. Et donc, en fait, j'ai Trop- trop peur de relire. Toi, c'est la peur. J'ai Tu trop te- peur de relire. Et donc,
Et donc, quelque part, je me disais, ça se trouve que si je relis ce livre, je vais me rendre compte qu'il y a une catastrophe. Non, Et par ça exemple, va. je m'en suis rendu compte qu'il y avait une catastrophe. T'as une catastrophe dans ce Oui, livre? parce qu'à la fin, je mentionne la liste des personnes qui ont porté le cercueil de Benoît, donc les proches de Benoît qui ont Qui ont porté ce porté le cercueil. cercueil, oui. Et j'ai reçu un message d'un des meilleurs amis de Benoît, qui s'appelle Norman, qui me dit, mais moi j'ai porté aussi le cercueil et tu m'as oublié. Et j'étais mais mortifié, et je corrigerai bien sûr dès qu'il y aura une réimpression. Bonjour Norman, Voilà. nous ne nous connaissons pas, mais merci d'avoir porté le cercueil de Benoît. En plus, il m'a écrit des choses très belles sur cette sensation de porter le cercueil de Benoît. Et donc, je suis heureux que tu le remercies. Et donc, voilà. Et je me suis dit, en publiant ce livre, ça se trouve que je vais me faire plein d'ennemis. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai plus cette angoisse-là. Sincèrement, non. Mais j'avais peur Alors, de blesser les gens. J'avais peur d'avoir trahi Benoît. Il y a une notion qui est celle de la liberté du deuil, qui n'est pas forcément acceptée par tout le monde. Ça, c'est certain. Ça peut aller contre-courant par rapport aux rituels, aux idées rigides sur ce point. Mais tu l'affrontes avec tellement de délicatesse qu'on ne peut pas ouvrir une polémique sur ça. Et surtout, à chaque fois, tu évites de donner une leçon à qui que ce soit. Tu parles de ton expérience, de ton deuil, de ta manière de réagir et de ce que tu as ressenti. Je ne divulgage toujours pas, mais au tout début du livre, quand tu parles de la façon dont vous avez appris que le mariage pour tous était possible à la télé. Alors il se trouve que moi, à cette époque-là, on l'a dit, je faisais de la politique du bord de ceux qui l'ont rendu possible, ce mariage pour tous. Je ne suis pas forcément fière de beaucoup de choses qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait, mais celle-ci, pour moi, est une fierté immense. Ouais, Et savoir que pour toi, ça a été du coup possible et que cette histoire-là, aujourd'hui, on puisse dire ton mari me rend heureuse. Mais tu veux que je sais que une des joies les plus intenses que j'ai connues avec Benoît, dont je ne parle pas dans le livre, c'est que juste après la promulgation de la loi sur le mariage pour tous, Christiane Taubira avait fait une rencontre, je ne sais plus où, dans un théâtre. Et donc on y était allé avec Benoît, dans le spectateur. Et je sais que écouter Christiane Taubira parler de cette victoire. Tu sais qu'il y a des fortes chances qu'on ait été dans le même théâtre, parce que j'ai fait toutes les rencontres. Ça a été une des joies les plus intenses que j'ai connues les avec rencontres Benoît. Sur ça, avec Taubira, je les ai toutes faites. Bah, écoute, on était là. Moi, je sais que ça a été un des moments où j'ai, je crois, été le plus heureux de ma vie avec Benoît. Même le jour de mon mariage, j'étais pas aussi heureux. Parce que vraiment, tu as vu à quel point elle en parle. Mais j'étais totalement fan. Et j'étais totalement bouleversé. Je crois que c'est une de mes plus grandes joies. Et c'est marrant parce que j'en ai pas parlé dans le livre, mais en reparlant avec toi, je crois que c'était une de nos plus grandes joies. Mais moi, j'ai ressenti ce petit bout de joie quand tu en parlais. Tu te dis, on l'a appris à la télé et à partir de là, on s'est dit, bah pourquoi pas. Et c'est immense qu'aujourd'hui, tu puisses parler de ton mari, justement. C'est important que tu le précises dans ce livre pour dire que beaucoup de bonheur à venir. Ce grain de beauté vous les a enlevés, mais pas celui-là. Pas ce moment de joie qui restera pour toi. Quel lecteur es-tu? Quelles sont les lectures qui t'ont poussé à cette fine écriture? Tu es forcément un grand lecteur. Eh bien, je sais que quand j'étais adolescent, jeune homme, vers 18-19 ans, j'avais envie d'être écrivain. J'aimais beaucoup lire et j'avais très très peur de faire du pastiche, c'est-à-dire d'écrire à la manière d'auteurs que j'admirais. J'admirais beaucoup à l'époque Oscar Wilde, je me souviens, et j'avais très très peur de faire du pastiche. Ça va. Et donc j'avais trouvé une idée, c'est que j'allais dans une boutique pas très loin de là où nous sommes, qui vendait que des livres d'occasion. Et comme ça, j'avais la possibilité d'acheter des livres d'occasion qui coûtaient pas cher et je prenais que des livres au hasard pour lire plein d'auteurs de styles différents. Et je voulais pas, un peu comme dans les réseaux sociaux où on peut être dans une bulle, pour ne pas être dans une bulle littéraire, j'essayais de prendre que des livres au hasard et de lire plein de livres au hasard. Et c'est comme ça, par exemple, que j'étais tombé sur Salombo
qui est un livre très connu, bien sûr, oui. Mais comme je l'avais pris au hasard, j'avais eu l'impression de le découvrir. Et après, bon, dans les auteurs qui m'ont beaucoup marqué, il y a Hervé Guibert, qui est sans doute l'auteur qui m'a le plus influencé. C'est-à-dire qu'en lisant Hervé Guibert, j'ai compris qu'on pouvait parler des choses les plus dures, les plus triviales, avec une élégance folle. Donc ça a été pour moi une source d'inspiration très forte. Et ma deuxième source d'inspiration qui est très forte, c'est celle de Sophie Calle, qui m'a montré que D'accord. tout peut être ludique. Et donc ça a été les deux auteurs. Après, moi j'aime beaucoup les écritures dans lesquelles les autrices, les auteurs nous prennent par la main. J'aime, j'aime ne pas avoir d'effort à faire à la lecture et j'aime être tout de D'accord. suite dans le cœur du réacteur. Mais en même temps, ton écriture nous prend par la main, mais elle est stimulante aussi. Oui, j'essaye pas de faire une écriture, je recherche pas une écriture simple, Elle l'est pas. voilà. Mais je, en fait, moi, comme je suis très, c'est mon père qui m'a appris à écrire et qui m'a poussé à devenir écrivain. Et mon père est schizophrène, donc j'ai toujours associé l'écriture à la schizophrénie. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu D'accord. être dans une forme de complexité, d'où l'idée d'avoir toujours plusieurs histoires qui s'enchevêtrent, mais parce que c'est comme si c'est le sceau de mon écriture, la schizophrénie. Mais je ne voulais pas tomber dans le piège de la schizophrénie qui est la difficulté de la compréhension. Donc c'est pour ça que je tiens à ce qu'il y ait cet éclatement dans l'écriture tout en tenant la main du lecteur pour qu'il ne soit jamais perdu. Et On ressent les deux. voilà. Est-ce que aujourd'hui, si tu devais dire quelque chose à Benoît sur ce livre que tu ne lui as pas encore dit, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? Je dirais ne le lis pas. Tu viens de ne pas le lire? Oui, parce que pour moi, non pas que j'ai honte de ce livre, mais parce que c'est comme si il y a le monde dans lequel on est et le monde des rêves quand on rêve. Et ben c'est comme si moi ce D'accord. livre, c'est un livre du monde des rêves. Et si Benoît revenait, j'aurais tendance à dire que si Benoît est mort, qu'il le lise, mais s'il Non. revient, qu'il ne le lise pas. Alors, moi, je ne sais pas quoi te dire, mais à mon avis, il l'a déjà lu. Tu parles aussi de ton rapport à la prière, à ce moment de deuil, de difficulté. Il se trouve que moi, je suis chrétienne, hein. Je suis catholique, hein. Ça aide pas énormément non plus, mais ça aide dans l'idée de se dire qu'il est quelque part, hein. Donc, par rapport à mes propres croyances, pour moi, Bernard l'a déjà lu. Mm. Il a déjà approuvé et il est en train de rigoler sur cette conversation quelque part, hein. Comment on reconstruit sa vie après ça? Peut-être juste par rapport à ce que tu dis sur la foi, Bien sûr, c'est vrai que j'évoque à un moment donné au début du livre que je prie à la mort de Benoît, alors que je ne suis plus croyant, j'ai une éducation catholique, mais tu le dis voilà. explicitement. Tout dès le début, je me mets à genoux, j'ai les mains jointes, je prie, ce que je n'avais pas fait depuis des années, Ouais, et ça m'a apporté un réconfort incroyable. Et une des meilleures amies de Benoît, qui s'appelle Françoise, est très croyante, et je sais à quel point ça lui a fait du bien de savoir que j'avais prié pour Benoît, qu'elle n'était pas seule dans la oui, prière. je comprends. Et j'ai pas reprié depuis pour Benoît, mais ce moment de prière a été un moment extrêmement structurant pour moi, essentiel. Et on dit de temps en temps que, enfin, quand j'étais petit, adolescent et en catéchisme, on nous disait que Dieu nous aidait quand on en avait besoin. Bah, Dieu m'a aidé à ce moment où j'en avais besoin. Et donc, à la fois, je suis pas croyant et à la fois, je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir apporté ce Ou à réconfort. quelque chose, tu sais, ou à quelque chose dans l'univers, à quelque chose de plus ample Mm. qui a été là au moment où il le fallait. Mm. Moi, je m'en fous qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle plouf plouf, Mm. schtroumpf, grand schtroumpf. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on pense à l'amour, à un Dieu d'amour et à quelque chose que même dans les moments les plus durs, puisse nous apporter du réconfort. Donc là, encore une fois, mission accomplie, si ça a pu t'aider. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ce livre est en lui-même une prière. Mm. Ce livre est en lui-même une ode. Encore une fois, non parce que c'est pas une géographie. Et c'est parce que ce n'est pas une géographie
que c'est quelque chose qui vaut le coup d'être lu. Comment on se reconstruit après ça? Eh bien, déjà, en acceptant la question de la liberté du deuil. Par exemple, sur C'est très l'histoire, important, ouais, sur tu dis l'histoire de la ça. prière, je me souviens très très bien qu'au moment où j'ai eu une envie de prier, c'était quelque chose de très fort en moi. Ma raison me disait c'est pas possible. Et Tu je peux pas comprends. parce que c'est pas le lieu approprié, parce que tu n'es pas croyant, parce que c'est ridicule. Et dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse confiance à mon instinct. Et si mon instinct me dit que je dois me mettre à genoux et que je dois prier, même si tout mon cerveau me dit que ça n'a aucun sens, il faut le faire. Et la liberté du deuil, c'est d'accepter de suivre ce que notre instinct nous dit, alors même que la raison nous dit le contraire. Et ça, c'est très important pour se reconstruire, parce que ça nous apporte un réconfort que personne d'autre ne peut nous apporter. Donc je crois que le réconfort, c'est d'accepter de suivre la liberté du deuil et tous les signaux que la liberté du deuil nous apporte. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé pour me reconstruire, c'est un conseil que m'avait donné ma cousine. Et je crois qu'elle m'avait dit que je lui avais donné le même conseil ou que Benoît lui avait donné à la mort de sa D'accord. mère. C'était pendant un an, tu as tous les droits. Ce qui voulait dire que pendant un an, j'avais le droit de ne pas suivre les injonctions sociales. J'avais le droit d'annuler un dîner 20 minutes avant. J'avais le droit d'appeler quelqu'un à n'importe quel moment pour dire j'ai envie de prendre un verre avec toi. Des choses que on ne fait C'est pas. un peu comme souhaiter la bonne année qu'en janvier. Oui, exactement, de faire tout ce qu'on veut. Et en fait, ple- plein de fois dans la première année, ça m'a apporté. Je me souviens très bien d'un jour où, je sais pas, à 22 heures, j'ai appelé un des meilleurs amis de Benoît en disant, est-ce que je peux venir dîner chez toi? Mais bien sûr. Et bien sûr qu'il m'a accueilli, on a passé une soirée incroyable et jamais dans la vie réelle, dans la vie habituelle, j'aurais osé faire ça. Et en fait, parce que ma cousine m'a dit, pendant un an, tu as tous les droits, eh ben, je me suis senti Autorisé en quelque autorisé. sorte, hein. Et maintenant, quand je rencontre des endeuillés, je leur redis la même chose. Et puis après, je me suis reconstruit en menant l'enquête. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné de l'énergie. C'est mon sentiment. Parce avec un deuil, la vie passe en noir et blanc. Hein, en fait, il y a un problème de perte d'énergie. Et il faut retrouver de l'énergie. Et l'enquête permet de retrouver de l'énergie. Et après, le dernier point, c'est que je suis très chanceux dans le sens où je suis très entouré et en amour et en amis et, et j'ai beaucoup d'amour. Et j'ai beaucoup d'amour, pas que des gens dont je suis très proche. Hier, donc, j'étais sur la grande librairie Oui, euh, de Victor Trapenard et dans les invités, il y avait une philosophe que je connaissais pas, Marianne Chaillan, dont j'ai absolument. beaucoup aimé le livre. Et on s'est sentis connectés tout de suite. Et c'était drôle parce qu'on se prenait dans nos bras. À un moment donné, on était dans Ça, c'est l'ascenseur avec magnifique, hein. Charlotte Cadigari, qui nous disait, mais vous me connaissez depuis longtemps? Et on disait, non, on vient de se Oui, rencontrer, oui, oui. mais on était connectés. Et en fait, cette affection, eh ben, ça m'apporte un bien fou. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, ils nous apportent un bien fou. Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureuse en me racontant ça, parce que le moment que j'adore le plus dans la grande librairie, c'est quand il y a des échanges entre auteurs qui parlent du livre de l'autre. Parce que dire mon livre est très bien, je l'ai écrit, bon, ça va. Mais ça, Augustin le fait déjà. Hmm. C'est waouh, Et il le fait très bien. Hein. c'est Il a ça. un enthousiasme communicatif, il est très généreux et c'est beau d'avoir, c'est beau les journalistes qui incarnent autant la littérature que lui, qui enfin, et depuis toujours. Parce qu'aujourd'hui, Augustin Trapenard, il est très connu, Tout à fait. mais moi, je sais, c'est lui qui a fait le premier papier que j'ai eu en 2010 sur mon premier roman, Les Carnets Blancs. Et à l'époque, il n'était pas à la télé, il n'était pas à la radio, il était au magazine littéraire. Donc, il était beaucoup moins connu. Et ben, c'était le même. Il avait la même incarnation pour la littérature, la même passion. Et je me souviens que je m'étais dit, c'est fou parce que il prend un risque dingue. C'est pas évident de réussir à, à trouver sa place professionnellement quand on est journaliste littéraire. Bien sûr. Mais il était prêt à tout abandonner
Et ça m'avait beaucoup marqué, j'en avais parlé à Benoît et Benoît aussi était impressionné. Et puis après, il a eu la progression que Bien tout le monde sûr, connaît. évidemment. Mais je trouve ça important de se souvenir que des gens qui ont réussi, c'était pas ils ont pris des risques. Tout à Faut fait. vraiment prendre un risque pour Oui, te dire à 25 ans, je vais devenir journaliste littéraire. je suis d'accord Alors avec qu'il y a toi. très peu de place. Et donc, ça implique un amour de la littérature intense. Et moi, j'adore, je le connais pas très bien, Augustin, mais je le connais un petit peu depuis longtemps. Oui, oui, Et j'aime voir les gens vieillir et j'aime de voir quand les gens ne changent pas. je suis d'accord avec Et toi. voilà, ça me Et c'est ce qui se ressent aussi en regardant la grande librairie Mmh. et en voyant ces auteurs qui justement parlent avec amour des livres des autres, hein. Ouais. Si tu avais une question qui ne t'a pas été posée sur ce livre, à laquelle tu voudrais répondre, ce serait laquelle là? Tu poses des questions très pertinentes et complexes. Euh, la question qu'on ne m'a pas posée. Oui, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dans ce livre, Oui, il manque enfin, souvent quand on me dit dans ce livre, tu as tout raconté, d'accord, j'ai toujours envie de dire, mais non, je n'ai pas tout raconté. Par définition, on peut pas tout raconter, bien sûr. sinon, souvent, on me dit que dans ce livre, j'ai tout raconté et que j'ai pas mis de filtre. Et souvent, j'ai envie de dire que non, et me vient toujours une image, toujours la même, que je n'ai pas racontée. Et de temps en temps, je me dis, j'aimerais qu'on me demande quelle est cette scène. Et cette scène, que j'ai d'ailleurs évoquée dans la grande librairie, mais sans la raconter, et c'est la première fois que je l'évoquais, D'accord. c'est que Benoît, pendant les derniers mois, quand il était à l'hôpital, ne pouvait plus, était en position horizontale, ne pouvait Allongé. plus se redresser. Et comme il pouvait plus se redresser, il pouvait plus voir autour de lui. Je Ça sais. changeait les yeux, ses yeux bougeaient. Je comprends cette Ah ouais. sensation. Et donc, c'est comme s'il voyait tout en 2 dimensions et pas en 3 dimensions. C'est le cas. Et notamment, ce qui le reliait au monde, c'était son téléphone portable. Et savoir où était son téléphone portable dans le lit, c'était hyper important. Mais autant quelqu'un qui est debout peut voir où est son téléphone portable, Tu peux lui, il pas ne le savoir à voyait quel point pas. ça me touche, hein. Et toujours avec ses mains, il cherchait son téléphone portable. Ouais. Alors moi, je ne Et pouvais pas allonger les mains. ah ouais, en plus. S'il n'était pas juste à côté, je pouvais pas faire comme ça et allonger la main. Donc, si mon téléphone était déplacé de la position où je pouvais l'atteindre, c'était une crise de larmes et de douleur atroce, hein. Parce que c'était mon téléphone qui me reliait au monde. Là, tu risques d'avoir une personne qui commence à pleurer devant toi. Je sais ce que c'est. Et ça, moi, Benoît, j'étais très touché parce que ce geste qu'il avait de chercher son Chercher. téléphone, et quasiment tous les matins, en me réveillant, je cherche mon téléphone et je fais ce geste. Et tu Et penses je à lui. repense et je suis connecté. Et donc, tu étais la première à qui j'en parle parce que finalement, même mon amoureux d'aujourd'hui, David, je n'en ai pas parlé, personne ne sait. Et ce geste-là, pour moi, c'est peut-être le geste le plus intime et qui n'est pas dans ce livre. Et je crois que j'avais envie aussi dans ce livre de laisser, de laisser des choses qui ne seraient pas écrites. Donc Et je voilà, ça me fait plaisir peux d'avoir pu partager ça, surtout et parce en que plus avec ce que tu me ça me dis, touche ouais, énormément. Pareil que toi, j'ai des gestes qui me relient aux personnes qui ne sont plus là. Donc, je comprends exactement ce que tu ressens et je partage la difficulté que Benoît a eue dans ces derniers mois parce que quand on est coupé du monde, alors moi, j'avais la certitude que ça allait aller mieux. Benoît avait la certitude que ça allait empirer. mmh, Donc, je n'ose pas imaginer ce que j'aurais ressenti à sa place. Mais je trouve que ton livre, qui aurait pu être un livre sur la mort, est un livre sur l'amour, est un livre sur la façon de regarder le soleil en face, d'aller de l'avant. Et c'est un livre que je conseille à tout le monde. Et je ne sais pas comment te remercier d'avoir partagé ce moment avec moi. ouais, merci beaucoup Merci à Christina. toi. Merci, vraiment.